Dans le cadre de sa programmation 2014-2015, l'Association des proches aidants de la capitale nationale vous présente Gérer les biens de l'aîné en toute légalité, animé par Maître Marc-André Verville. Bonne écoute. Alors, je me présente, mon nom est Marc-André Verville. Je suis notaire à Québec et je travaille en collaboration avec l'Association des proches aidants de la capitale nationale. Et j'ai eu quelques participations avec eux pour la poursuite de leur mission. La poursuite de la mission de l'association, comme vous le savez, est axée sur la promotion de l'amélioration des conditions de vie des personnes aidantes, soit par le milieu personnel de la personne aidante, le milieu familial, le milieu social. Alors, pour l'association, faire connaître ou faire la promotion de documents légaux qui sont adaptés à des situations données devient un précieux outil pour réaliser cette mission qui se situe dans la vision de l'association. Peut se résumer cette mission à briser l'isolement des personnes aidantes et assurer le maintien et l'information de toutes les questions de nature à améliorer leur qualité de vie personnelle et celle du milieu familial. Donc, principalement, ce soir, on va commencer par traiter du mandat de la Procuration générale et du mandat pour cause d'inaptitude. Tout au long de mes propos, je vous invite à être des bons participants et à formuler vos questions, vos commentaires. Je me réserve le droit cependant de vous dire, écoute, on va traiter de ce point-là dans quelques minutes, de vous faire patienter quoi. Mais c'est bien pour moi de vous sentir proche parce que présentement, je parle à un truc sur la table et c'est pas toujours stimulant quoi. Alors, bref, on traite du mandat de la Procuration générale et du mandat de protection. Alors, ce mandat Procuration générale et mandat de protection vise 4 pôles. Premièrement, la protection du patrimoine du mandant. Alors, la personne qu'on aide, comment on va assurer la saine gestion de ses biens. Deuxièmement, la protection de la personne du mandant. Alors, protection de son patrimoine, ça c'est la gestion de ses biens. Protection de sa personne, c'est toutes les questions de consentement aux soins, consentement ou non. Comment on peut aider la personne atteinte en agissant pour elle, en prenant les décisions pour ses soins personnels. Le troisième but visé par une procuration et un mandat de protection, c'est la protection de la famille du mandant, de la personne qui donne le mandat. Et enfin, la protection du mandataire lui-même ou elle-même. Alors, la personne qui agit pour autrui, si elle est autorisée par un document écrit à poser tel geste, n'encourt pas de responsabilité personnelle en autant que la personne agisse dans l'intérêt de la personne qu'on veut protéger. Alors, ça, c'est le tableau, les 4 pôles autour duquel on va graviter aujourd'hui. Protection du patrimoine de la personne aidée, protection des décisions concernant son traitement de vie ou de fin de vie, protection de la famille de la personne aidée, continuer à faire tourner le quotidien de la famille. Et enfin, et j'allais dire, c'est aussi majeur, la protection de la personne qui se dévoue corps et âme
pour aider la personne à protéger. Alors, je parle depuis tantôt de mandat et de procuration générale et de mandat de protection. Je veux démystifier ces termes-là pour vous dire que la procuration générale, tout comme le mandat de protection, procuration générale, c'est celle qui donne des pouvoirs sur les biens de la personne. Et le mandat de protection, c'est la section de la procuration générale qui nous autorise à prendre des décisions pour la personne qu'on aide. Alors, la procuration générale, tout comme le mandat de protection, ça constitue un contrat par lequel la personne, le mandant, va autoriser quelqu'un à agir pour elle, advenant pour toutes les questions de commodité de la vie, autant que pour advenant son inaptitude totale et permanente. Alors, pourquoi la procuration générale? D'abord, il arrive souvent qu'une personne qui a besoin d'aide se trouve dans une situation de maladie déjà naissante. Alors, les premiers gestes qu'on a à poser ne sont pas nécessairement ceux de se prononcer sur sa qualité de vie ou des soins concernant sa personne, mais ça peut être autant aller chercher le courrier enregistré, faire des transactions bancaires simples ou voir à ce que les biens soient à l'abri selon les difficultés que présente la personne qu'on aide. Il y a des gens qui vont être plutôt prodigues, avoir tendance à dilapider leurs biens. À ce moment-là, avec la procuration générale, on a les pouvoirs pour mettre des biens à l'abri, pour limiter les dégâts, quoi. Alors, donc, la procuration générale, elle est utile tant que le mandat n'est pas homologué et que le mandat dit de protection n'entre pas en vigueur. Alors, par la procuration générale, normalement, il est souhaitable que le mandataire, la personne qui aide, ait plein pouvoir d'agir sur tous les biens de la personne aidée. Qu'on puisse vendre une maison, qu'on puisse emprunter, qu'on puisse fermer un compte de banque, qu'on puisse signer les rapports d'impôt, prendre du courrier enregistré, bref, poser tous les gestes qu'on juge dans l'intérêt de la personne. Et il y a un seul geste qu'on ne peut pas poser par procuration, c'est celui de faire un testament. Alors, tout le reste, on peut le faire par procuration, pourvu que ce soit dans l'intérêt de la personne toujours. Donc, ça, c'est un premier point. Après ça, je vous ai parlé de mandat de protection et d'homologation de mandat. Lorsque la personne, la maladie de la personne se dégénère à un point tel qu'elle n'est plus en mesure de prendre des décisions raisonnables concernant soit ses biens ou soit son sort personnel, des traitements ou des choses comme ça, il y a lieu pour que le mandat soit homologué si le médecin ou le travailleur social en fait la demande. Si le médecin ou le travailleur social en fait pas la demande, on peut quand même agir si la personne qu'on aide présente tous les symptômes requis pour que le mandat soit homologué. C'est quoi une homologation de mandat? C'est une procédure qui est le plus souvent accomplie par le notaire
qui est précédé d'un rapport médical qui va conclure que l'individu est atteint, par exemple, d'inaptitude totale et permanente. C'est suivi d'une expertise psychosociale qui est habituellement assumée par un travailleur social qui va, après enquête, en conclure à la même chose, à la situation d'inaptitude totale et permanente. Suite à ça, le notaire fait différentes procédures avec le mandataire et une personne de la famille, une personne raisonnable, puis on signifie le curateur public, puis on estampille le document qui devient officiel et à partir du moment où le mandat est homologué, où cette procédure-là est accomplie, à ce moment-là, la personne, le mandant ou la mandante, n'a plus de droit civil, ne peut plus exercer aucun droit civil valable. Maintenant, l'avantage d'avoir un mandat, il est multiple. Premièrement, on n'a pas besoin d'assemblée de famille. Quand on n'a pas de mandat, on est obligé, advenant des inaptitudes totales ou permanentes, d'avoir une assemblée de famille pour nommer un curateur à une personne majeure ou un tuteur, on appelle ça un tuteur au majeur maintenant, ou un curateur. Et si c'est une personne mineure, ben c'est une tutelle à la personne. Alors ça, si on n'a pas de mandat, ben ça nous prend 5 personnes qui sont significatives, qui soient en réunion et qui désignent une personne pour agir à la fonction de curateur. Et le curateur public est toujours avisé de cette réunion-là. Et il y a différentes procédures là, qui précèdent cette réunion-là, vous pouvez l'imaginer. Et à chaque année, on est obligé de faire des rapports au curateur public de sa gestion, de son administration, de tout ce qu'on a dépensé pour la personne, etc. Donc, c'est extrêmement lourd comme procédure, en plus de la lourdeur d'agir comme mandataire, comme curateur. Alors, quand on a un mandat, une fois le mandat homologué, on n'a pas de rapport à faire à quiconque, sauf si ça se présente, si c'est jugé requis à la famille immédiate de l'individu, mais on n'a pas à faire de rapport au curateur public comme tel. Alors, maintenant, on a parlé de mandataire. On a une personne qui donne un mandat, mais qui on doit nommer comme mandataire, ça c'est souvent une question que nos clients, qui est problématique pour nos clients. D'abord, un mandataire, c'est une personne qui peut être disponible. C'est une personne proche de la personne aidée, là, de la mandante ou du mandant. C'est une personne qui présente un intérêt pour c'est pas nécessairement le gestionnaire de la famille, mais une personne qui possède des qualités de cœur. C'est une personne qui, évidemment, si la personne est intelligente, saura consulter qui de droit pour l'accompagner dans les décisions et les démarches à être faites au cours de la gestion et de l'administration des biens de la personne. Maintenant, cet individu-là qui est nommé, c'est souhaitable qu'il soit dans un environnement assez près de la personne pour pouvoir intervenir rapidement, mais si on est sans ressources,
dans les milieux immédiats de la personne qui donne le mandat, on peut avoir recours à un enfant, par exemple, qui habite une autre région du Québec ou autre. Maintenant, qui nommé, mais combien de personnes nommées? Alors, encore là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est le mieux pour la personne qui fait le mandat? Moi, souvent, j'opte pour la solution de dire, on va nommer soit, mettons, l'aîné des enfants, ou soit tel autre enfant ou telle autre personne qui est proche de la personne qui donne le mandat, un ou l'autre, pour que chacun puisse agir indépendamment l'un de l'autre. Ça, c'est pour pallier au fait que si un mandataire doit s'absenter ou est à l'extérieur, bien que s'il arrive des situations d'urgence, c'est qu'on ait une solution de rechange, quoi. Souvent, les mandataires, entre eux, disent « OK, un ou l'autre, oui, mais ça sera toi en premier, puis moi à défaut. » là. Alors, donc, ce qu'on vise, c'est toujours le bien-être puis l'efficacité. Alors, puis quand on nomme des mandataires, c'est bon de prévoir des personnes en substitut, des personnes qui agiraient en remplacement au cas où un mandataire décède ou qu'il soit dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour quelque cause que ce soit, et ça de façon permanente. Un autre point aussi à discuter lorsqu'on rédige un mandat ou un mandat de protection, est-ce que les personnes qu'on nomme, est-ce qu'on prévoit pour eux une rémunération? Dépendamment des personnes nommées, par exemple, s'il s'agit d'enfants de la personne, on peut prévoir que le mandataire aura droit au remboursement de ses dépenses uniquement. Mais si on prévoit l'ampleur de la tâche, le fait qu'un mandataire puisse éventuellement devoir peut-être accepter un travail allégé ou une perte de revenus, il faudrait peut-être essayer de lui donner la possibilité d'une rémunération compensatoire dans ces circonstances-là. Alors, juste ici, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce que je viens de vous dire? Oui. Est-ce que vous avez tous est-ce que les personnes, êtes-vous des gens qui agissaient pour autrui avec des mandats, est-ce que vous en avez des mandats ou est-ce que vous en avez pas ou est-ce que quelqu'un peut expliquer c'est quoi sa situation sans donner plus de précision, là, mais parce que ça nous aide des fois à avoir un échange dynamique. Et vous pouvez profiter d'une consultation gratuite, là. Alors, moi, je peux vous dire que le mandat, on peut le faire de deux façons. Soit sous seing privé, c'est-à-dire sur un formulaire qu'on se procure le plus souvent dans des librairies, des endroits où on vend des volumes ou dans des débits de livres. Les caisses aussi. Ouais, peut-être les caisses. Mais l'autre façon, c'est le mandat notarié. Évidemment, vous n'allez pas être surpris de m'entendre dire que je privilégie la forme notariée pour deux raisons. Premièrement, lorsque on rédige un mandat, le notaire, ça fait partie de son rôle de s'assurer de la capacité
capacité de la personne à bien comprendre le document qu'il signe et donc d'éviter des contestations possibles dans le but de protéger le mandataire. Et ensuite de ça, lorsque vient le temps d'homologuer un mandat, si on a un mandat devant témoin, on a besoin de nos témoins pour signer la procédure. Nos témoins sont plus rejoignables ou s'ils sont décédés, on a un problème. Troisièmement, c'est que ces mandats-là qu'on peut se procurer dans les endroits qu'on a mentionnés plus tôt, ces mandats-là sont souvent beaucoup moins complets que les mandats notariés. Il y en a certains même qui ne donnent pas le pouvoir de vendre des immeubles ou de faire des changements dans les placements des biens des individus. Bref, c'est sûr que lorsqu'on le rédige, ça ne coûte rien, mais en bout de course, on est obligé de le faire homologuer pareil. Et si le mandat est mal rédigé devant témoin, ben ça pose des problèmes. On est obligé de revenir à l'Assemblée de famille et à la curatelle, chose qui est à éviter en tout point. Est-ce que je peux me permettre une question? Oui. Y aller? Oui, bonjour. Je voulais savoir, quand c'est signé devant témoin, est-ce que les deux témoins doivent venir signer la procédure ou un des deux seulement peut faire le travail? Là? Au moins un des deux. Un des deux, OK. Et au niveau des frais, lors de l'homologation, si c'est un mandat qui a été fait devant le notaire, est-ce que ça revient moins cher en bout de ligne? Pas nécessairement. S'il y a de quoi, ça peut revenir un peu plus cher si on a à courir notre monde puis à demander des autorisations spéciales au greffier parce qu'on les trouve pas et tout ça. Mais Okay. Donc, je pense que sa question, c'était si c'était fait devant notaire ou... devant Alors, si c'est oui, ben c'est ça. Est-ce que si le mandat est fait devant témoin, ça revient plus cher lors de l'homologation? Ce que je comprends, c'est s'il y a des recherches à faire pour les témoins et tout, le temps de travail peut être plus cher. Hein? Mais il n'y a pas de frais associés automatiquement au fait que ça a été fait non, devant le témoin plus plutôt souvent, que... c'est assez semblable. Là, et mais c'est ça, là. Mais moi, je me dis, faut penser, quand on a un mandat, s'il est encore le temps de le faire pour la personne que vous aidez, il faut penser à la protection du mandataire. C'est un des volets dont je vous parlais au début. C'est que quand on est mandataire, il faut protéger nos arrières face à nos frères, nos sœurs, les héritiers éventuels de la personne qu'on aide. Parce qu'au décès, on devra rendre compte du résidu des biens qu'on administre et de qu'est-ce qu'on a payé, puis qu'est-ce qui reste, comment les biens ont été placés, quel prix on a vendu la maison, etc. Alors, moi, je me dis, je dis toujours aux clients, là, si vous voulez être aidé, il faut aider les gens à vous aider correctement. Donc, moi, je pense que la protection du mandataire, c'est quelque chose de majeur. Et pour ceux dans les frères ou sœurs ou des gens, les membres de la famille, de la personne en question, ceux qui n'ont jamais rien fait et qui sont jamais occupés de rien, sont les premiers en ligne pour venir m'agréer ou chialer quand arrive le décès de la personne. Donc ça, il faut avoir ça en tête. Mais juste comme mot de la fin, là, moi je me dis, là, gardez en tête que toute personne qui agit comme mandataire, c'est une question
Ça demande un dévouement extrême envers quelqu'un dans un contexte de vie moderne où tout le monde court après tout. Alors, c'est déjà tellement généreux d'agir pour une personne, puis la personne, même si elle est très bien intentionnée, doit toujours prendre les précautions pour bien encadrer son mandat et sa protection, puis pour ainsi protéger davantage la personne atteinte. Même si on doit dépenser quelques cent piastres, à mon avis, ça fait pas la différence. Il faut toujours avoir en tête l'intervention de Madame, la dernière intervention, en est une qui me permet de dire, faut toujours agir avec son bon sens. Puis, votre principal allié, quand vous êtes mandataire, c'est le notaire. Alors, dès que vous avez des questions ou des consultations à mettre à jour, rapportez-vous-en au notaire. Puis ça vaut la peine d'avoir une consultation juridique pour vous rassurer. Et quand on parle que la mission, une des missions de l'association, la mission ultime, c'est celle de briser l'isolement. Alors, on n'a pas à vivre dans l'inquiétude pour des questions de paperasse alors que c'est pas fondé. On a assez des autres inquiétudes qu'on ne peut pas régler. Faites du notaire votre allié, ça va bien aller. C'était Gérer les biens de l'aîné en toute légalité, animé par Maître Marc-André Verville. Pour participer aux ateliers téléphoniques ou aux conférences thématiques de l'Association des proches aidants de la capitale nationale et pour écouter d'autres ateliers en balado-diffusion, nous vous invitons à consulter notre site web au www.apacn.org. À un prochain rendez-vous.